général 7. De la ville, entre butin et récupération partielle des terres. Quelques jours avant la consécration de l'indépendance, les Espagnols tirèrent leur dernière balle, abattant des innocents à tout va, simplement parce qu'on les soupçonnait de soutenir la cause de l'indépendance. Malgré cela, malgré de nombreuses pertes humaines, Huatusco resta inébranlable, le peuple luttant pour sa liberté, soutenant les chefs insurgés. À tel point que le père Campomanes écrivit à propos de la guerre d'indépendance: l'histoire de Huatusco doit occuper une place importante dans l'histoire globale de la révolution mexicaine. Toutes les villes ont souffert, certaines aux mains des troupes, d'autres aux mains des insurgés. Certaines furent pillées, d'autres incendiées. Certaines donnèrent de l'argent, d'autres de la nourriture et des patriotes. Certaines souffrirent de la guerre au début, d'autres au milieu et à la fin. Mais Huatusco doit immortaliser son nom. Elle a tout embrassé, elle a tout souffert, elle a tout enduré, de 1812 jusqu'à la fin. En 1820, à la fin de la première ère, ô incomparable Huatusco, peut-être la patrie récompensera-t-elle tes ineffables mérites. Après 3 siècles de vice-royauté et une lutte acharnée, il restait suffisamment de ressources et de population pour fonder Cordoba et, malgré les ruines du territoire, pour se reconstruire avec honneur pour la 3e fois. Après l'indépendance, Santa Anna proclama la République et Huatusco s'établit avec une majorité libérale, soutenant plus tard la Constitution de 1957 et les lois de réforme. Aux côtés du segment conservateur, les quartiers bas et hauts de la ville se formèrent. En 1823, des députés furent nommés au premier congrès, parmi lesquels dont José Miguel Sánchez Oropeza, fils de Huatusco, qui fonda le premier collège d'études préparatoires et professionnelles de l'État, à Orizaba. La population augmenta, et avec elle la demande économique et alimentaire. Les haricots, la canne à sucre, le maïs et, plus tard, le tabac, entre autres, constituaient les principales activités agricoles. Ces derniers provenaient d'Orizaba et de Cordoba, car les champs manquaient dans ces villes, alors qu'ils étaient abondants à Huatusco. Cependant, aucune de ces cultures ne connut de croissance économique. Depuis la conquête, leur trafic empruntait des tunnels reliant les principales mairies, menant dans les collines pour échapper à la surveillance du gouvernement. En 1830, Huatusco fut élevé au rang de ville, tandis qu'Orizaba, Cordoba et Xalapa furent promus au rang de cité. En 1847, le gouvernement de l'État fut établi à Huatusco, qui servit de capitale à 2 reprises, la première fois pendant environ 1 an, puis une seconde fois plus tard. L'invasion nord-américaine en fut la cause, la première fois, et la seconde fois, pour des raisons indépendantistes. Le gouverneur Juan Soto et ses adjoints furent bien accueillis. La première imprimerie fut établie à cette époque, publiant le premier journal de Huatusco, intitulé El Faro Veracruzano. Malgré le processus d'indépendance, la plupart des terres restèrent aux mains des créoles espagnols, et les autochtones furent contraints de payer un loyer pour travailler et vivre sur ce qui leur appartenait autrefois par nature et appartenait désormais à une seule famille, dirigée par Don Juan Díaz de Ceballos, un habitant de Tehuacan. Ce dernier décida de vendre ses terres à 3 familles tout aussi riches, menaçant ainsi d'être à nouveau soumis à des loyers et des restrictions élevées. Cette information parvint aux oreilles d'un paysan huatuscoeño nommé Agustín Chicuelar. Avec ténacité et intelligence, il entrevit la possibilité d'acheter ensemble la terre. Après plusieurs années et le règlement de différends entre autochtones et créoles, après 10 ans de longs voyages à Xalapa, Veracruz et au Mexique, ils créèrent l'association agricole Huatuscoeña. Ils parvinrent à réunir en 1853 les documents nécessaires et l'argent demandé par Ceballos, soit environ 22 000 pesos entre paiement et démarche. En 1865, la distribution entre les colons commença. Ils tentèrent alors d'accorder davantage de terres à Chicuelar et diverses récompenses pour son excellent travail, mais il refusa tout paiement et toute terre supplémentaire, conservant sa petite parcelle comme appartenant à tous les autres. Compte tenu des terres, un problème surgit, elles n'étaient ni cartographiées ni délimitées. On raconte que Maximilien de Habsbourg, lors de son passage à Huatusco, envoya l'Autrichien José Mefjed cartographier le territoire. Une fois les travaux terminés, on réclama un paiement, mais il n'y en eut aucun, car les Huatuscoeños ne l'avaient pas engagé et Maximilien était déjà parti. Lors de sa tournée à Huatusco, Maximilien de Habsbourg, archiduc d'Autriche et empereur du Mexique, y séjourna quelques jours. Bien qu'on lui offrît toujours de la nourriture, il ne l'accepta jamais, car il voyageait avec sa suite, dont ses cuisiniers. Il parcourut la ville, dictant des améliorations telles que l'introduction de l'eau potable, et fit un don pour la restauration de l'ancienne église paroissiale, initialement proposée aux pauvres de Huatusco, fut ensuite proposée, mais un représentant de Huatusco répondit: heureusement, il n'y avait pas de pauvres à Huatusco. En partant, Maximilien visita le domaine El Mirador, propriété du naturaliste allemand Carlos Sartorius,
qui décida de rester sur ces terres en raison de leur potentiel agroécologique. Sartorius fut l'un des premiers à initier le grand boom du café, mettant à profit ses connaissances et ses techniques. Sartorius tenta d'y fonder une colonie allemande, mais sans succès, et plusieurs des groupes qu'il invita décidèrent de rentrer dans leur pays, ne laissant que quelques Allemands à Huatusco.